Je m'appelle Philippe Charrière, je bosse chez Clever Cloud. Vous avez dû voir mon boss parler ce matin sur les microservices. On pousse des applications super facilement sur le cloud. Si vous voulez me chercher, je suis sur Twitter, sur un truc imprononçable, Kigorg. Si vous voulez me joindre directement, c'est même plus facile de me joindre via Twitter que via téléphone. Sur GitHub, Kig. Ma spécificité, c'est que j'adore JavaScript. J'adore Golo, mais là c'est très confidentiel puisqu'il y a très peu de gens qui connaissent, sauf ceux qui sont venus plusieurs fois au Jackson WordCamp. Et puis après j'ai eu... Pas bon les touches. J'ai pas eu le choix, donc maintenant j'aime Scala. Parce qu'en fait la plupart de l'équipe fait du Scala. Pour rentrer chez Clever, il faut avoir de la barbe, il faut avoir si possible les cheveux longs. Prendre un peu de poids, bon ça j'avais de l'avance. Et puis je me retrouve même, avant je faisais partie d'une l'orga d'une conf à Lyon qui s'appelle MixIT. Et j'ai viré ma QT, maintenant je fais partie de l'orga Scala.io, c'est à Lyon aussi. Donc, et la première fois que j'y suis allé, je faisais pas de Scala et je trouvais que c'était nul. La conf est juste excellente. Les gens parlent en retour d'expérience qui est plutôt sympa. Donc je dis pas que je fais du Scala tous les jours, mais j'ai décidé de comprendre et j'ai compris quelques trucs. Pour l'instant, en fait, si je devais résumer ce que j'ai compris, c'est que Scala, ça ressemble à du JavaScript, mais la nouvelle version, sans les points-virgules. Et si vous restez avec ça en tête, à part pour les 2-3 puristes qui sont dans le coin, vous allez pouvoir vous y mettre. Après, une fois que vous vous sentirez plus à l'aise, vous pouvez aller voir les vrais scalafistes, et puis leur demander les bons patterns, ce qu'il faut faire pour que votre code devienne illisible, par exemple, avec des caractères que j'ai même pas sur mon clavier. Hein. Il y a des trucs, je sais pas comment ils les sortent. Mais... En fait, Scala, c'est pas dur. Alors, ce talk, il vient d'un pari fait avec le Montpellier Jug. T'étais là ce soir-là ? Ouais, c'est ça. Où je faisais plutôt parler de programmation fonctionnelle, mais à partir de JavaScript, parce que je trouvais que c'était plus facile. Et Arnaud me dit est-ce que l'année prochaine, dans un an, tu reviens, tu fais la même chose en Scala ? Et je dis bah ouais, pourquoi pas. J'ai un peu regretté, donc je me suis dit il faut que je prenne de l'avance, d'où ce talk. C'est la première fois que je le donne ici. Le format du talk, alors j'ai fait ça comme un mini-cours. On va peut-être aller un peu vite, mais pour passer plusieurs concepts. C'est que des bouts de code que je vais montrer, je vais expliquer, ils sont très courts. Peut-être que j'en exécuterai, on verra. De toute façon, après, vous le trouvez sur un repo. De toute façon, les slides seront disponibles sur Scala is the new JavaScript. Et alors, vous voyez, il y a un tag au milieu, Scala, c'est comme JS. C'est un coupon de 40 € si vous voulez déployer sur Clever, vous pouvez l'utiliser. Alors je sais pas combien vous êtes, normalement j'en ai 40. Donc, mais si vraiment vous avez envie de déployer sur Clever, vous m'envoyez un petit tweet en DM et on s'arrangera. Alors le code reste en bas tout le long. Parce que j'ai pas expliqué, en fait chez Clever, je fais code, je fais du Scala, du JS, mais en fait je suis le directeur commercial de Clever Cloud. Donc c'est la petite déformation, c'est le code en bas. Je ne suis pas un spécialiste Scala, hein, je tiens à le répéter. Par contre, j'adore rendre les choses simples. Voilà. Je peux passer des jours, des semaines, des mois, voire des années, hein, pour Scala, c'était un peu ça, essayer de comprendre certains concepts. J'aime bien pouvoir les réexpliquer. Alors, un vrai scalafiste, si j'avais un chat, le tuerait. Je pense qu'il y a des trucs qui vont piquer, hein, mais tant pis. Mais je pense qu'on peut vraiment aimer le langage. Là, je suis en train de préparer un talk sur microservices en Vertex, mais avec du Kotlin, du Java, du Scala, du Groovy. Et mis à part la lourdeur du compilo Scala, franchement, ça a été la version que j'ai préférée. Alors après, on parle de pureté en programmation fonctionnelle. Là, aujourd'hui, on s'en cogne. Hein, si vous voyez ça plus tard. C'est une fois que vous vous sentez à l'aise, vous faites des trucs un peu plus propres. Je vais parler des prérequis, IDE, premier projet. Puis la grosse partie, ça sera les exemples réutilisables. Alors, avoir Java 8, c'est bien. Télécharger SBT, c'est l'espèce d'outillage qui vous permet de builder votre Scala, d'installer la version qu'il faut, de monter des templates de projet. Prenez pas la tête, hein, vous le lancez, vous l'installez et puis posez pas de questions. Si vous avez IntelliJ, je crois qu'il vous fait ça automatiquement. Vous pouvez faire ça à la main, mais bon, pas forcément utile. Sous Mac, ça s'installe super facilement avec Brew. Sous Windows, il y a un installeur, je ne l'ai pas testé, mais normalement les installations Windows, c'était un truc qui était assez réputé dans le temps, pour ceux qui n'aiment pas la ligne de commande. Sous Linux, il y a ce qu'il faut.
Si vous êtes sous Ubuntu, c'est aussi facile que sous Mac, donc c'est pas un souci. En termes d'IDE, pour pas vous embêter, je conseillerais IntelliJ. La version communauté marche très bien. Moi, j'ai voulu faire le malin, donc j'ai appris Scala avec Visual Studio Code. C'est possible. En fait, j'ai un... Alors, ne détournez pas mes propos, hein. Je dis que j'ai un portable de fille. Il est tout léger, il est tout beau, il n'est pas puissant du tout, mais pour me promener, tout ça, il est très bien. Mais je veux quand même faire du Scala dessus, donc je fais du Scala avec, mais sans IntelliJ, avec Visual Studio Code. Et ça marche plutôt pas mal. Alors après, l'installation, j'en parle un petit peu, et puis dans les slides et les explications, si vous voulez recommencer le truc, il y a un projet qui s'appelle NSYM, qui permet, dans VS Code ou dans Atom, de faire du Scala. Donc, c'est pas aussi confortable qu'IntelliJ, mais c'est pas mal. Donc, un projet Scala, pour le faire, alors, c'est des commandes Linux, enfin Unix. Sous Windows, je pense que la transformation ne devrait pas être trop compliquée. Donc vous créez un répertoire. Dans ce répertoire, vous créez cette arborescence. Donc c'est bien sous Unix, la commande est assez simple. Et vous avez un premier projet Scala dans lequel vous allez pouvoir construire votre arborescence de package comme en Java et mettre votre code Scala. Et un projet Hello World, un programme Hello World en Scala, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous définissez votre package, vous faites un objet qui est en application et vous codez. Donc la syntaxe est même plus simple que du Java. Et puis si vous rajoutez un point virgule, c'est du JS, quoi. Ensuite, dans votre projet, il y a un fichier qui est super important qui s'appelle build SBT. C'est ce qui va vous permettre de... Je sais pas comment je pourrais comparer ça un peu à un fichier le pomme de Maven ou fichier Gradle par exemple. Vous nommez par exemple votre appli, vous lui donnez une version, la version de Scala que vous utilisez. Alors je fais le malin à Visual Studio Code, hein, il y a des trucs des fois ça passe pas quand même. Hein. Normalement c'est censé avoir l'IntelliSense, vous l'avez. Et des fois il met des trucs en rouge alors que ça ne doit pas être en rouge. Et ensuite, pour relancer votre programme, vous faites un SBT run. Donc SBT va s'occuper de charger tout ce qui va bien. Donc si vous n'avez pas les bonnes libs installées, ça download tout Internet. Comme Maven, Gradle, NPM, c'est pareil. Et après, ça compile. Par contre, c'est super long. Il faut le savoir. Il y a un plugin qui s'appelle SBT Revolver, pardon. Donc vous le mettez dans le fichier plugin SBT et en fait c'est à chaque fois qu'il détecte que vous avez modifié quelque chose et que vous avez sauvegardé, il refait le build mais plus vite. Donc ça vous permet d'être un peu plus tranquille. Et pour faire ça, après vous lancez, une fois qu'il est installé, SBT restart et à chaque fois que vous modifiez, ça vous permet de rebuilder et ça, alors, je sais pas comment ça fonctionne, ça fait une espèce de build différentiel mais du coup ça tourne plus vite. La partie chiante, je vous parlais d'NSYM pour faire fonctionner avoir un éditeur Scala digne de ce nom dans VS Code. Il vous faut aller renseigner de manière globale dans le plugin SBT sur votre ordi la ligne qui est en dessous. Alors je ne vous la lis pas, hein, c'est juste un truc à mettre, mais alors il faut faire gaffe, il faut suivre le projet. Si les versions changent et que vous mettez à jour et que vous n'avez pas modifié le fichier, il n'y a plus rien qui marche. Pour ça, à la fin, vous amusez une première fois, après vous prenez IntelliJ. Hein. Ensuite, vous allez lui dire quelle version de SBT vous utilisez. Et après, vous créez un fichier NSYM SBT dans lequel vous lui dites quelle version d'NSYM vous utilisez. Alors moi, comme je voulais utiliser la dernière version de Scala, il faut utiliser des versions qui ne sont pas encore réalisées de NSYM. Il faut arriver à trouver dans la doc quelque part où ils disent comment faire. En fait, c'est dans des issues quelque part. Et faites gaffe, le numéro peut changer aussi. Dans votre projet, vous faites un SBT NSYM config, il mouline. Vous installez le plugin VS Code et puis c'est bon, vous pouvez faire du Scala dans Visual Studio Code. Donc là, je vais sortir de là et vous montrer le code. Alors, forcément, on voit rien. J'avais pas pensé à la définition. J'oublie toujours chaque année la définition graphique. Ici. C'est ça. Donc on va un peu zigzaguer.
J'ai besoin de zigzaguer aussi, j'ai toute une arborescence. Vous arrivez à lire même au fond? Ok. Bon, il y a quelqu'un qui a dit non? Non? Bon. Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est le Hello World, c'est trop facile, donc on va passer à autre chose. Si vous avez des questions, mieux, vous n'hésitez pas, hein, vous levez le doigt, on a à peu près du temps. Si j'ai pas le temps de toute façon de tout voir, j'ai mis ça sur GitHub, donc vous pouvez retrouver le truc. De quoi je vous parle après? Hop. Si vous voulez faire une classe, en général, quand vous apprenez un nouveau langage, vous cherchez où sont les classes. Alors, si vous tombez sur un langage qui fait pas de classe, c'est le désespoir. Là, c'est comme en Java. Où est-ce que je l'ai foutu? Hop, hop, on va y arriver. Voilà, une classe. On l'a définie, ça va pas être facile. Ça ne change pas beaucoup de Java, par contre vous pouvez définir directement les propriétés dans le constructeur de la classe, en fait quand vous passez le paramètre. Le val c'est pour dire que c'est immutable, hein. Une fois que vous avez affecté une donnée, vous ne pourrez plus la changer. Sinon mettez un var, ça marche. Mais bon, c'est pas joli. Et après pour mettre des méthodes, c'est un def avec le nom de la méthode. Si vous préfixez une string par un S, en fait, après, vous pouvez mettre directement les noms des... Il y a une interpolation de chaîne et vous mettez directement les noms des variables avec un $. Dedans. Bon, vous avez vu, c'est pas super compliqué. Si je veux étendre une classe, tout simplement le mot-clé extend, et puis vous rajoutez les méthodes. Donc ça ne change pas grand-chose de ce que vous connaissez dans d'autres langages. Pour l'instant, vous n'êtes pas choqués. Non. Il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient. Vous faites quoi en fait? Du Java? JS? Ok. Bon, très bien, ça me va bien. Et après, pour l'utiliser, vous faites un new de votre classe et vous lui passez les infos qui vont bien dans le constructeur. Et après, vous pouvez afficher la propriété ou appeler la méthode. Si la méthode n'a pas de paramètres, vous n'êtes pas obligé de mettre des parenthèses, par exemple, pour l'appeler. Bon, il n'est pas la peine de l'exécuter, hein, le code. Je pense que vous avez tous vu ce qu'il faisait. Hein. Et hello aussi. Ouais. Ensuite, alors, il n'y a pas de méthode statique en Java. Donc, il faut faire ce qu'on appelle... J'ai dit quoi? En Java, d'accord. C'est l'émotion. Donc il faut faire ce qu'on appelle un companion object. Donc je l'ai mis dans people human, qui ressemble à ça. Donc j'ai ma classe human avec une propriété name, deux méthodes. Et en fait le companion object c'est un object avec vous mettez le même nom que la classe et vous lui mettez des propriétés ou des méthodes mais qui vont être liées à l'objet. Donc en fait, vous pouvez faire une factory par exemple à partir de ça. Donc du coup, ça va être... Hop. Je n'avais pas prévu de jongler comme ça. Voilà, là en fait, j'appelle directement le companion pour appeler une espèce de méthode statique finalement. Et là, je lui avais mis une méthode, j'ai une espèce de factory de human. Donc c'est une petite spécificité du langage. Pas de questions? Vous avez trop mangé. Il y a un petit truc qui est sympa. Alors c'est Pascal qui a inventé ça. Ça existait déjà avant. Je pense qu'en Groovy, ça existait même avant, non? Les traits. D'accord, donc je continue déjà encore à troller sur Scala sans faire exprès. Les traits, est-ce que vous savez tout ce que c'est? Non, c'est des bouts de code, vous les greffez à vos classes ou à vos objets pour leur donner des nouveaux comportements. Et en fait, vous ne faites pas de l'héritage classique, plutôt c'est quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Alors comment j'ai défini alors qu'est-ce que j'ai fait, le code là, qu'est-ce que j'ai fait en Ruby, ça y était? Ouais.
là, j'ai créé un truc qui s'appelle un speedster, c'est parce qu'en fait, je m'ennuyais cet été et je me tapais les 3 saisons de The Flash. C'est pas exceptionnel, mais bon, ça m'a permis d'avoir des exemples dans mon code. Comment j'ai créé mon speedster? Alors là, ça devient compliqué. Il faut que je retrouve mes petits. Voilà, ça y est, excusez-moi. J'ai un speedster. Je lui dis qu'il est en super-héros et je lui rajoute des pouvoirs run fast et go to the future. Parce qu'en fait, dans la série, il court tellement vite qu'il arrive à aller dans le futur, revenir. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas vu la série, mes exemples sont très cons. Mais j'étais en plein dedans quand j'ai préparé les trucs. Et en fait, run fast et go to the future sont ce qu'on appelle des traits. Donc un trait, vous le définissez avec le terme trait, et puis vous pouvez lui coller une propriété ou une méthode. Ça fait qu'en fait, vous pouvez composer c'est un peu comme si vous faisiez du multi-héritage finalement. Voilà. Donc j'ai ce trait-là, avec lequel il y en a un où en fait je lui greffe qu'une propriété, et puis l'autre où il y a une propriété commune. Alors ouais, vous êtes obligé si vous devez partager les propriétés, vous êtes obligé de les définir plusieurs fois dans chacun des traits dont vous avez besoin. Alors il y a peut-être d'autres méthodes, mais j'ai pas encore trouvé. Et on peut avoir 2 méthodes du même nom dans 2 traits différents. Si tu les surcharges. En fait, en gros, si on a un trait qui appelle une méthode d'un certain nom Alors après, ça sera en fonction de l'ordre dans lequel tu as déclaré tes traits. Non? Non, n'hésite pas. Mais de mémoire, c'est ça. Ouais. Tant que l'implémentation est définie sur la classe. En fait, quand j'ai un doute, je le code pas. C'est un de mes patterns. Je fais autrement. Sinon, je teste. Non, mais essayez, vous aurez vachement moins d'emmerde. Qu'est-ce que j'ai voulu faire ici? Hop. Ah bah encore des traits. Tout à l'heure, j'ai utilisé mes traits dans la définition d'une classe. Mais vous pouvez aussi le faire à l'instanciation de la classe. Donc en fait, je suis parti d'une classe, je n'avais pas prévu de l'étendre, et dans mon code, avec les traits, je peux lui rajouter des fonctionnalités. Donc là, en fait, au départ, je partais d'une classe qui implémentait la classe super-héros, enfin qui étendait la classe super-héros. Là, mon humain, non. Mais justement, dans la série, Kid Flash, c'est un nouveau personnage qui n'est pas prévu d'avoir des pouvoirs, et il se retrouve d'affaire avec des pouvoirs qui n'étaient pas tendus. C'était le deuxième exemple. Des traits en cours C'est ça. Donc c'est assez souple comme il serait pas typé, on pourrait presque dire qu'il est très dynamique comme langage. C'est ça qui est plutôt pas mal. Alors, un petit truc. Alors je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Damien Gouillette qui est souvent ici, mais il n'est pas là cette année, qui m'avait fait la remarque sur Twitter en voyant mes exemples, en disant mais t'es con. Pourquoi t'as. Enfin il n'a pas dit t'es con, mais c'était sous-entendu. Il dit tu devrais utiliser les case classes. Qu'est-ce que c'est que des case classes? C'est en fait c'est un moyen de définir des espèces de classes à la volée dans le code, mais qui vous permettent après de simplifier votre code très facilement. Donc là par exemple, je crée une case class TinyToon avec 2 propriétés, name et avatar, et une méthode, mais directement à l'exécution du code. Donc vous pouvez faire ça dans une lambda, dans ce que vous voulez. Pour les instancier, vous n'avez pas besoin de faire new. Bon, je crois que si vous le faites, ça marchera quand même, mais vous n'avez pas besoin du new. Ce que vous pouvez faire avec les case class, c'est faire des comparaisons par valeur, par exemple. Ce que vous ne pourrez pas faire avec une classe que vous avez instanciée. Et ouais, c'est à peu près l'utilité que j'en ai, mais quand vous avez besoin de faire des listes ces espèces de value object, en fait, vous trimballez des données un peu plus compliquées qu'une simple string, c'est super pratique.
On pourrait comparer ça un petit peu aux objets JSON qu'on se colle en JS quand on fait des listes, par exemple. Ah si, je voulais quand même vous montrer, parce que j'ai pas menti. Enfin, si, j'espère que ça va marcher. Et j'ai vraiment l'intelligence Scala dans mon code, donc je pense même que si je vais par là, que je tape cluster, point, ouais, il n'est pas complètement, mais un peu quoi. Voilà, il faut connaître un peu ce qu'on a tapé. Mais c'est pas mal pour un truc. L'IDE est codé en JS hein, quand même, donc on peut faire des trucs assez. Enfin, non, pas en TypeScript, mais c'est plutôt sympa. Puis si vous êtes dans le train, ça va pas vous bouffer toute votre batterie. Hein? Alors, essaye d'installer. Alors, Ansim, c'est installé en premier. Alors, je suis plus chez GitHub. Ansim, c'est installé en premier sur Atom avant VS Code. Si tu as un MacBook Pro, tu verras pas ce qui se passe, ça va bien marcher. Si tu as un MacBook tout court, tu as des latences qui peuvent aller de 1 à 3 secondes quand tu tapes, donc c'était juste inutilisable. C'est ça. Mais je voulais faire ça. Et puis j'aime bien Visual Studio Code. Alors, il y a un nouveau. Je sais que maintenant chez GitHub, ils bossent sur une nouvelle version d'Atom avec les gars de chez Facebook. Donc à suivre, parce que surtout ils vont intégrer ce qu'a fait Red Hat pour Java. Donc probablement on pourra faire du Scala dans Atom de manière très confortable et je reviendrai dans Atom sans aucun problème. Bon, là c'est pour faire le malin, hein, sinon j'utilise IntelliJ quand même. Les case classes, on a vu déjà, c'est bon. Ensuite, le truc que j'adore, c'est le case. Je suis dans mon code. En fait, je suis une grosse feignasse. Hein. Depuis que je fais du JS, en fait, je fais très peu de classes. J'ai tout tendance à déclarer ça dans mes choses dans des lambdas, des choses comme ça. Et du coup, ce cas-là, j'aime bien parce que vous n'êtes pas obligé de faire des classes. Je définis un trait. Donc un animal mignon par exemple, et ensuite je fais mes case classes et je leur dis d'étendre mon trait cute animal. Ensuite je crée des animaux et je peux utiliser match. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas bien, on va fermer ça. Hop. Je peux faire une fonction qui va aller checker ce que je lui passe et en fonction des types, je vais pouvoir lancer un traitement. Et ça permet de faire des choses un peu plus sympas que du if, then, else, imbriqué. Et du coup, vous avez un code qui est assez propre pour traiter des erreurs, par exemple. Donc en fait, il fait un match par rapport au type que vous passez. Donc on verra plus loin que ça permet, par exemple, pour traiter les erreurs, de faire des trucs super propres. Alors, il y a un truc... Ouais, ça c'est la partie que je préfère, mais... Quand vous allez dans des soirées en fin de conf, par exemple, souvent, cherchez les gars qui ont la plus grosse barbe et qui discutent justement programmation fonctionnelle et Java. Les plus calés, vous allez les entendre parler d'implicite. C'est super sympa, implicite. Et en fait, alors ça a plein de... On peut faire plein de choses avec. Hier soir, mais ça devait être 2h du matin, Quentin m'a expliqué tout ce qu'on pouvait faire avec. Bon, j'ai retenu qu'un truc, mais c'est le truc qui m'intéresse le plus. Vous pouvez greffer des comportements à des types existants. Donc si string vous plaît pas, vous pouvez rajouter des choses sur string. Les autres langages peuvent le faire. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle en Groovy, mais je sais que c'est une des premières choses que j'ai essayé de faire. Hein? Voilà, ouais, c'est ça. Donc je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Mais les mecs, les scalafistes adorent parler des implicites. Ils peuvent faire des talks entiers sur les implicites. Hein. C'est juste énorme. Moi, par contre, j'avais besoin de rajouter des méthodes ping, pong et display à string. Et pour faire ça, vous avez juste besoin de créer une implicite classe de string. Et après, alors moi, j'avais lu un exemple tout bête où le gars mettait son type et avait marqué improvement juste après le type. Donc je pensais que c'était, en fait, il fallait utiliser improvement. Et hier soir, j'ai appris que tu peux mettre ta mère. Ça marche aussi. Bon, on peut essayer d'ailleurs. Ça, j'aurais au moins fait une démo. Comment je lance ça? Hop.
Alors, il y a un petit truc qui est sympa avec SBT. Alors, je vais peut-être pas trouver ça sympa pendant ma démo. C'est s'il détecte que vous avez plusieurs classes susceptibles de lancer quelque chose, il vous fait la liste des classes et vous n'avez plus qu'à choisir le numéro de choses à lancer. Il faut juste que... Voilà. Donc, moi, je suis dans la 8. Donc, déjà, on va vérifier que ça fonctionne. Voilà, ping-hello, pong-hello, pong-ping-hello, ça fonctionne. Qu'est-ce que je mets? Oui, non, mais parce que ta merde, ça veut dire que je l'ai peut-être préparé quelque part, tu vois, je veux pas tricher. Si tu veux. On a eu plein d'idées hier soir, mais on ne peut pas les utiliser. Ça accepte pas les accents circonflexes, des trucs comme ça. Accent grave et compagnie. Hop. Donc, vous avez vu, ça compile vite quand même. Bon, j'ai pas grand chose non plus. Hein, Voilà, donc ça marche aussi. Donc en fait, je ne savais pas, mais tu peux mettre n'importe quoi dans ce cas-là. Le truc, c'est même plutôt permissif comme langage. Non, mais moi, on m'avait dit que c'était hyper strict. Sérieux. Bon, les implicites, c'est quand même super sympa parce que vous pouvez arriver à simplifier. Je crois que je dois avoir un exemple à la fin. Vous vous retrouvez avec un framework verbeux, par exemple, et vous voulez vous faire des trucs un peu plus simples à lire, comme un mini DSL. Vous pouvez utiliser ce genre de truc. Par contre, c'est peut-être pas forcément une bonne idée d'aller ajouter des augmentations à des types de base du langage. À quelle portée l'implicite? Et tu veux dire quoi par quelle portée? Je sais pas, tu as un implicite déclaré dans une librairie qui rajoute un comportement sur string, tu veux faire la même chose, tu vas avoir un conflit. Je pense que tu vas avoir un conflit. Je t'avoue que je suis pas allé jusque là, mais ouais, c'est un bon test. Mais de toute façon, l'implicite, il est résolu à la compilation. Le premier dans le scope, lui, il fait beaucoup plus de ce cas-là que moi. Hein, donc, l'implicite, il est résolu à la compilation, de toute façon. Ouais. Si la librairie est déjà compilée, elle est en une chance d'utiliser. Normalement, à la compile, il devrait te dire, c'est où il prend le premier, comme il dit, je sais pas, ou il te dit, va te faire voir. Quoi. Je compilerai pas, je veux pas. C'est utilisé énormément aussi pour la Ouais. Et je crois que mon, ouais, tu vois, j'avais même pas appelé ça implicite, j'ai appelé ça Black Magic. Hein, j'aime beaucoup, mais je suis pas sûr qu'il faille l'utiliser comme ça tout le temps. En plus, tu peux faire quand même le désespoir de tes équipes. Hein. Déclarer un implicite à l'intérieur d'un objet, en l'occurrence, d'une classe. Cet implicite-là, je peux l'utiliser dans une autre classe ailleurs dans mon application. Là, comme je l'ai déclaré, je pense pas. À mon avis, ça reste dans le scope complet. Hein. Pour l'utiliser, il faut l'importer. Il peut être importé sans faire n'importe la librairie. C'est pour ça que normalement, ils n'en pas. C'est normalement utilisé pour le potentiel. Non, écoute, avant l'apéro, j'irai tester. Alors, ce genre de truc, pour ceux qui font du JavaScript, par contre, ça ne doit pas vous sembler violent, parce que de toute façon, vous pouvez coller n'importe quoi, n'importe quand en JS. Donc, plutôt, quoi, c'est plutôt sympa. De quoi je vais parler? Ah oui, ça y est. En fait, pour faire du fonctionnel, je ne suis pas passé par ce cas-là tout de suite. J'ai voulu essayer de comprendre certains concepts. Le micro. Pardon. J'ai voulu comprendre certains concepts, et notamment, on me parlait de functor. Qui connaît? Ah ouais, quand même, donc je peux pas dire de bêtises. Alors, c'est ma définition du functor. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors, je vais corriger une erreur que j'ai faite il y a quelques temps. Moi, je parle souvent, pour présenter le functor, je dis c'est un container. En fait, on va dire une boîte. Parce que container, en fait, ça va un peu plus loin. Donc, si je dis container, c'est que je me suis trompé. Non, c'est boîte, si je dis container, à chaque fois. C'est une structure de données qui contient, par exemple, une valeur dans laquelle il y aura une méthode map. Donc globalement, si vous avez une structure de données
qui a une valeur avec une méthode map. C'est un functor. Alors la méthode map, elle prend en paramètre une fonction et elle applique cette fonction à la valeur de la boîte. Et elle retourne un nouveau functor, une nouvelle boîte, avec la nouvelle valeur. Fait que le functor de départ, il n'a pas bougé, c'est immutable. Et vous avez un nouveau functor, qui lui aussi est immutable, qui a une méthode map. Et donc vous pouvez chaîner tout ça. Ça va pour l'instant? Donc là, par exemple, j'instancie un functor of string, et puis je crée des fonctions, ou des lambdas, auxquelles je passe un paramètre, et elles m'encadrent mon paramètre par des tags HTML. Donc si je vais l'exécuter, ce sera plus parlant, mais globalement, après, mon functor, je peux lui mapper toutes ces fonctions pour créer une page, finalement, pour créer une page HTML. Je suis dans quelle... la 10. Ouais, j'ai modifié des trucs en cours, j'espère que ça ne va pas tout péter. Hop. Donc voilà, donc il a pris mon texte de départ, Hello World, et il m'a entouré à chaque fois de tags HTML. Donc à chaque fois que je fais un map, là je l'ai fait en une passe, hein, j'ai chaîné mes maps, mais j'aurais pu le faire en plusieurs fois et j'aurais eu autant de functors avec les valeurs intermédiaires. Donc globalement, si un jour on vous parle de functor, c'est une boîte avec une méthode map. Après il y en a qui ont des mots plus compliqués, des trucs mathématiques pour l'expliquer, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter, ça marche bien comme ça. Une fois que j'ai eu le functor, j'ai voulu passer à la version supérieure. Pourquoi je peux pas? Ah voilà. Hop, on va faire ça. Là, j'avais mon functor, mes méthodes. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai un trou. Donc j'ai le même functor que tout à l'heure. Faut que je retrouve ce que je voulais vous dire, parce que dans ma tête c'est super clair. Globalement, si je veux récupérer à la fin de mon functor la valeur de la boîte, il faut que j'appelle .value. Parce que j'avais mis la propriété accessible directement, par contre elle est immutable parce que c'est un val. Si je faisais une méthode, je modifie ma méthode, ma fonction title par celle-là, c'est-à-dire qu'au lieu de retourner un .value, je vais retourner un functor. Là, il ne comprend plus ce qui se passe, parce qu'il ne va pas pouvoir mapper dessus. Et puis je vais rajouter du italique. Hop. J'arrive. Ça va planter, de toute façon, parce qu'il attend une valeur et pas un functor. Donc en fait, ce qu'ils ont mis, ce que les fonctionnels ont mis, c'est une méthode, moi je l'appelle fmap, il y en a qui l'appellent flatmap, qui va aplatir ça. En fait, vous passez à flatmap, enfin à fmap, une fonction qui, au lieu de retourner un string, retourne un functor de string, et on va passer cette fonction à la valeur de... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le return, il n'y a pas besoin de mettre un return, en fait, c'est la dernière ligne qui fait office de return. Et pourquoi ça a l'air de ne pas marcher? Parce qu'il faut que je fasse fmap, voilà. Fmap de title, on va faire...
Bon, déjà l'année dernière en JS, j'avais du mal à l'expliquer. Alors selon les langages fonctionnels, fmap et flatmap n'ont pas forcément la même définition. Flatmap, il faut l'expliquer avec une collection. Ouais. Après, tu dis que ton functor, c'est une collection à un élément. Hmm. Qu'est-ce que tu dis? J'ai copié la même chose, autant pour moi. En fait, mon propos, c'est de dire que si vous voulez faire des lambdas qui retournent des functors, enfin des boîtes plutôt que des valeurs, vous serez obligé de faire un flatmap pour extraire ce qu'il y a dedans. Voilà. Il faut que j'arrive à l'exécuter, ce sera plus parlant. Ben, on arrive vachement, en fait, après quelques verres, on arrive vachement mieux à l'expliquer, quoi, c'est ça. Ça marche pas. Mince, j'ai pas vu ce que j'avais. Il faut faire printer un texte. Du coup, pardon. T'es sûr? Là, tu printes un functor. Non, oui, voilà, mais c'est ce que je voulais afficher en fait. En fait, j'avais une erreur parce que j'avais sauvegardé le code, mais que le plugin avait relancé le truc et compilé sur l'ancienne version. Non, flatmap, il retourne un functor. Flatmap, il retourne un functor, ouais. Mais là, en fait, c'est le toString qui t'affiche le type plus son contenu. Mais si je mets... Flatmap sur une collection, il retourne une collection. Pareil. Si c'était pas une case class, on a dit que c'était la 11, merci. Tu vois, là, il me retourne vraiment le contenu. Mais en fait, de ne pas mettre le point value, comme c'est une case class, en fait, c'est comme quand tu affiches des objets JSON en JavaScript, ça t'affiche le type et le contenu. Donc globalement, l'exemple, en fait, vous l'aurez étudié, comme ça, au bout d'un moment, vous savez expliquer à quelqu'un vaguement ce que c'est qu'une monade, quoi. Alors justement, tu parlais des collections. Les collections en ce cas-là, bah, c'est aussi facile qu'en JS. Vous le déterminez, vous faites par exemple une liste juste avec le mot-clé liste. Là, ouais, la position de mes virgules, ouais, c'est une manie que j'ai. Je suis désolé, mais ça compile quand même. Hein, donc, vous pouvez définir des lambdas de traitement. Donc j'en ai une, c'est pour découper les aliments. L'année dernière, j'avais fait le même exemple, mais en JS. Et ensuite, parce qu'en fait, une collection, c'est un functor. Donc elle a les méthodes map, par exemple. Et ensuite, sur la collection, vous pouvez faire un filter de sans frites et sans oignons, et un map après, pour qu'il découpe tous les éléments de la collection. Vous avez un fold qui va vous permettre de, par exemple, concaténer tous les éléments de la collection, et à la fin, vous avez fait votre sandwich. Vous pouvez donc filtre, map, fold. C'est le 12. On va y arriver. Voilà, donc à la fin, il m'a vraiment fait mon fold de l'ensemble de mes éléments. Pour ceux qui font du JS, normalement, vous n'êtes pas dépaysés. Pour ceux qui font du Java, finalement, c'est quand même plus facile que de faire jouer avec les collections en Scala que de jouer avec les collections en Java. Enfin, moi, c'est mon avis, mais vous en pensez quoi? Ça dépend. Ouais, mais si tu passes avec les bibliothèques de base, quoi.
Alors maintenant, qui existe aussi en Scala, en Java, il est arrivé. Vous avez les options. En fait, c'est pour éviter d'avoir des, on va fermer ça. C'est pour éviter d'avoir des nuls. Enfin, c'est pour gérer vos nuls. Donc là, par exemple, j'ai une méthode qui va chercher des toons dans une liste par leur nom. Donc je fais un find sur la liste pour trouver le nom. Et je retourne une option. En fait, le find d'une liste en Scala va toujours retourner une ou un option. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Et du coup, pardon, hop. Tout à l'heure, vous avez vu, j'avais fait un match sur les types. S'il y avait un chat, un oiseau, tout ça. En fait, vous pouvez faire un match sur ce qui est retourné par getToon et dire où j'ai un none, où j'ai un sum. C'est en fait le option a deux sous-types, rien ou quelque chose. Et dans le cas du sum, vous pouvez récupérer la valeur de ce qu'il y avait dans option. En fait, option, c'est une monade. Donc, c'est ma boîte de tout à l'heure, mais avec des petits trucs en plus. Et un contexte spécifique à la gestion des nuls. Donc globalement, de toute façon, comme le find va toujours vous sortir un option, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de tester ce que vous récupérez. Donc globalement, vous êtes obligé, sans vous en apercevoir, de toujours tester si vous récupérez du nul ou pas. Et comme c'est une monade, c'est forcément un functor, vous pouvez faire du map dessus pour récupérer les données et rajouter un get or else pour afficher quelque chose dans le cas de si vous avez récupéré un none par exemple. Est-ce que c'est bon ça? Oui, je continue? Mais c'est vrai que c'est plus facile à expliquer à l'apéro. Ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est qu'on continue à enchaîner et s'occuper de, en fait, s'il y a un résultat ou pas à la fin. C'est très intéressant qu'on fasse des méthodes. Puisqu'en fait, on va le gérer vraiment à la fin et on peut appliquer d'autres fonctions dessus sans avoir vraiment son souci. On n'a pas à gérer le cas où ça n'existe pas, puisqu'en fait, on continue à mapper, etc. Et c'est vraiment à la fin où on peut vraiment s'il n'y a rien. Après, nouveau type super pratique, c'est Either, qui est pareil. Alors vous dites je veux un Either de string, un Either de quelque chose, mais qui a lui deux sous-types, un left et un right. Donc right, ça veut dire c'est OK, ça a bien marché. Et left, c'est là où vous récupérez en fait ce qui s'est normalement mal passé. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple comme ça. Je fais un get page. Je veux récupérer une page sur Internet. On va essayer de le lancer, c'est la 14. Non. Vous faites un try catch. Si tout va bien, vous renvoyez un right. Si tout va mal, vous renvoyez un left. Et après, avec votre match, vous pouvez tester votre erreur ou votre résultat. Donc, on va faire l'inverse. Si, mais comme tu commences, moi je vais de gauche à droite, mais tu as des langages. En Golo, par exemple, il y a un équivalent du Either, mais c'est un catamorphisme sur option, je crois, où il fait l'inverse. Ça me perturbe énormément. Mais comme il est meilleur que moi, celui qui l'a implémenté, j'ai le droit de juste rien dire. Hop. Par exemple, je modifie l'URL. 14. Là, voilà, j'ai essayé d'appeler quelque chose qui n'existait pas. Donc, il a bien récupéré mon left du petit smiley qui n'est pas content avec le message d'erreur dedans. L'avantage, c'est que vous êtes obligé de traiter votre erreur et en plus, ça ne fait pas planter votre application. Donc, si je remets... je recompile. On a dit 14. Ouais. En fait, Scala n'existe plus. Je suis peut-être pas connecté à Internet, ouais, t'as raison. Bon, alors, normalement, quand tu es connecté à Internet, tu as le code HTML de la page. C'est. Merci, Nicolas. 15. Alors, un truc que j'aime encore plus,
c'est try. En fait, c'est un gros raccourci sur le try catch. Et le try, donc en fait, c'était le code de tout à l'heure, je lui passe dans le try. Donc en fait, je veux récupérer mon URL et récupérer dans une string le code. Et try a deux sous-types, failure et success. C'est même mieux que le left et right, parce que failure et success, ça se lit super bien quand même. Et du coup, vous pouvez faire du pattern matching aussi sur le try. Donc ça réduit fortement le code et c'est super lisible. Et vous avez plus ces try catch imbriqués à la con, qui sont moches. Ceci dit, il y a des try catch aussi dans ce cas-là. Ouais, mais c'était le code d'avant. Ah, Eh ouais. Là, t'as pris l'apéro avant, moi. Du coup, depuis tout à l'heure, je vous dis, ouais, Scala, ça ressemble vachement à du JavaScript. Mon framework préféré en JavaScript, c'est Express.js. Qui l'utilise? Pas mal. Pourtant, tout à l'heure, il y a plus de JS là-bas, il me semble. Mais j'utilise peut-être pas Express. On n'est pas assez fou pour en faire poser ça. Ah ouais. Ouais, ça vient de sortir, Fastify. Même si le gars qui l'a pondu, c'est une bonne brute, Express existe depuis plus longtemps. Mais oui, non, ça a l'air pas mal, Fastify, mais j'ai pas encore joué avec. Chez Clever, on fait pas que du JS, donc il faut que je vois un peu d'autres langages. Je me suis mis à faire du Java, du Scala, et il y a un framework pour faire des applis web, des microservices que j'aime beaucoup, qui est Vertex. Donc là, j'ai une app toute simple. Alors, vous voyez, mon NSYM, il marche pas jusqu'au bout là. Hein. Il me met le contexte en rouge parce que j'ai dû oublier de lui mettre quelque chose. Pourtant, le code compile et ça marche. Hein. Mais NSYM a des limites. Mais globalement, pour faire une app Vertex, vous lui définissez le type de méthode que vous voulez utiliser pour votre route, la route à utiliser, un handler, et vous lui dites ce que vous voulez faire. Donc vous récupérez le contexte, le response, vous mettez le type d'information que vous voulez balancer dans le header, et ensuite vous balancez l'information. Globalement, si vous faites du Express.js, ça ressemble beaucoup à ça. De mémoire, Preframework 1, il y avait un peu la même philosophie, sauf qu'on définissait les routes dans un fichier de conf. Le truc qui est sympa, c'est que le try que je vous ai montré tout à l'heure, c'est super sympa de l'utiliser là-dedans parce que vous gérez beaucoup plus facilement vos erreurs. Et après, vous avez juste à faire à lancer votre serveur. Donc ça, c'est une application Vertex en Scala. J'ai pas l'exemple Java qui est beaucoup plus verbeux, mais c'est quand même super verbeux quand même ça. Moi, ça, au bout d'un moment, ça me plaît pas. Donc j'avais fait un truc qui ressemblait à ça. Alors dans le code, j'ai tout mis dans le même code, donc c'est pas bon. Mais pour vous expliquer pourquoi j'utilise les implicites, j'ai fait une classe implicit sur le routing context pour pouvoir lui rajouter une méthode JSON qui va me faire un raccourci, qui va me mettre tout de suite dans le header ce qu'il faut et balancer tout de suite le content. Et pareil pour HTML. Du coup, la ligne que j'avais tout à l'heure, elle se résume à ça. C'est beaucoup plus sympa à utiliser. Donc là, dans ce cas-là, j'étends pas un type natif de Scala, je fais juste un raccourci, on va dire, par rapport à Vertex. Et même mon try tout à l'heure, qui était super long, là, il est beaucoup plus court et je gagne en lisibilité. Si je vais plus loin dans cette logique, j'ai fait, alors je suis pas allé au bout, hein, mais j'ai fait une classe implicite à partir du routeur et je lui ai créé une méthode get dans laquelle je passe directement le handler. En fait, ça me perturbait moi de faire un get, fermer la parenthèse, point handler, plus le contexte. Et ça, c'est parce que je fais du express. Hein, mais c'est pour montrer qu'on peut réduire clairement et améliorer la lisibilité du code. Alors, bon, le get en majuscule, c'est peut-être pas forcément super joli, quoi. Mais après, c'est une question de goût. Je vais juste le lancer pour montrer quand même que ça fonctionne. Bon.
Qui fait du vertex ici? Ah, pas beaucoup. 2? C'est un tort. Vous faites quoi sinon en Java pour faire du web? Du Spring? Ouais, c'est bien aussi. Du Play? Ouais, c'est normal. Ça doit être sur... Tu crois? Bon, attends, on va voir. J'ai balancé quoi? Ça devrait marcher quand même, hein? Je dis pas de bêtises. Ouais, je vous ai pas menti, on peut faire du... Ouais, t'as vu, c'est ça. Ouais, mais je suis commercial. Donc tu te dis, putain, il y a un commercial qui fait des Hello World, c'est juste énorme. Et là, vous avez vu ma division par 0, elle m'a pas pété mon appli. Hein. J'ai juste récupéré le message d'erreur que j'ai renvoyé dedans super facilement. Et je suis même dans les temps. Et il reste même un peu de temps pour les questions. Moi, mon objectif, c'était de démontrer que ce cas-là, c'est facile d'en faire. Même si vous en avez jamais fait. Alors il faut quand même savoir faire la programmation. Donc, est-ce qu'il y en a qui se sentent de faire du Scala maintenant? Ouais, quand même, pas que pour me faire plaisir. Il y en a qui vraiment, par contre, sont vraiment dégoûtés, ils ne veulent pas en faire. Alors, est-ce que vous avez des questions, du coup? Des questions pas compliquées, oui. Qu'est-ce qui me poussera à faire du Scala? Moi, ce qui me pousse à faire du Scala, par exemple, c'est que j'ai passé 2 semaines à faire du microservice Vertex avec du Java. Je me suis dit, je vais simplifier, je vais le faire avec du RX Java. Et alors, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais mon code était dégueulasse, était illisible, avec des trucs imbriqués, ça partait dans tous les sens. J'ai refait la même chose en Scala en une journée. Alors, pas parce que c'est plus facile de faire du Scala, ça faisait 2 semaines que je travaillais sur mon code, donc je le connaissais, mais en Scala, je l'ai simplifié, il est devenu beaucoup plus lisible. Donc moi, c'est plus un problème de lisibilité, et je suis obligé de reconnaître, parce que je ne suis pas un développeur très propre, mais que je gère beaucoup mieux, je fais plus attention à ma gestion d'erreurs que je le fais dans d'autres langages. J'en suis venu à un stade où dans d'autres langages, quand il n'y a pas ces types, la failure success par exemple, ou le pattern matching, d'essayer de me coder des petites libs qui font que ça ressemble un petit peu. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu prends tellement l'habitude, et ça t'apporte un tel confort que tu as envie de trouver la même chose. Peut-être, mais je ne suis pas un fonctionnaliste. J'ai voulu comprendre certaines choses, je me suis aperçu, en fait, je me suis essentiellement arrêté à la gestion des erreurs avec les options, les either et les try, que ça faisait mon bonheur, que le pattern matching, c'est super pratique et que j'ai quasiment pas de if dans mon code. Donc moi, c'est plus un confort d'utilisation. Après, si tu écoutes ceux qui font du Scala pour de vrai, c'est leur métier, c'est ce qu'ils vendent, tu vas avoir le côté fonctionnel et l'immutabilité qui font que tu vas te générer beaucoup moins d'effets de bord si tu respectes quand même quelques préceptes fonctionnels. Moi personnellement, c'est surtout le confort de code et de lecture. Voilà. Et d'arriver à me relire après, surtout. Parce que j'ai des bouts de code, des fois, c'est tristesse quand même. Ouais. D'autres questions? Non? Je vous raffiche le code? Ah bah, c'est un des trucs que tu déploies le mieux, même. J'avoue que je déploie surtout du JS, mais... Non, mais si tu... Voilà, non, mais par contre, tu le chopes à la sortie, il faut qu'on lui parle. Derrière la colonne, le gars, il est plus barbu que moi, il est plus costaud que moi. Non, c'est pas vrai. Par contre, le tirage au sort du Lego, c'est à 4h15 à la fin de la pause. Vous avez entendu? Tirage au sort du Lego, 4h15 à la fin de la pause. Sur le stand Clever. Sur le stand Clever. Et si vous voulez déployer du Scala ou n'importe quoi, JS c'est bien aussi. Scala c'est comme JS. Et c'est le coupon qui marche sur Clever. Et comme j'ai pas fait les comptes, mais je suis pas sûr que j'en ai assez, petit message Twitter en DM et puis on s'arrange entre nous. Merci.